Bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson. Je devrais peut-être dire triste Dave aujourd'hui. Stu, nous avons tous les deux de jeunes princesses qui vont à l'université Queen's de Kingston et je viens tout juste de déposer Sarah dans le train qui la ramène à l'école. Bon, c'est vrai qu'il ne leur reste plus que 3 semaines, ce ne sera donc pas trop long. Oui, c'est vrai, ça affecte toujours un peu plus les parents, peut-être. Pour nous, c'est la fin d'une époque, alors que pour eux, ils sont super excités par tout ce qui les attend, même quand ils doivent se séparer de nous. Oui, et l'été s'en vient. Comment votre épouse gère-t-elle toute cette situation? Comme toutes les mères, je suppose. Bien sûr, ce qui nous inquiète, c'est la technologie. Quand nous étions à l'université, nous appelions nos parents le dimanche soir avec en main le chronomètre parce que les appels interurbains coûtaient 1 dollar la minute. Aujourd'hui, on s'écrit 100 fois par jour. Quand ce n'est pas FaceTime, ce sont les textos. Il y a eu beaucoup de contacts au fond et cela nous rassure beaucoup, je dois dire. J'essayais justement d'expliquer cela à ma fille à propos des appels interurbains sur le bon vieux téléphone. Nous étions à Montréal et mes grands-parents étaient à Toronto et on ne les appelait tout simplement pas à tout moment, quoi. Et si on le faisait, on gardait l'œil sur l'horloge. On le faisait à frais virés et même dès qu'on avait la communication, on disait tout va bien et on raccrochait aussitôt. Vous voyez comme vous êtes plus intelligent que moi. Moi, je faisais gonfler la facture à mes parents. Mais comme je l'ai dit lors de mes derniers événements, j'ai parlé de cette solitude que nous vivons, ma femme et moi, depuis que les enfants ont quitté la maison au début de l'année scolaire. Un homme m'a approché pour me demander pourquoi je m'inquiétais de cela en tant qu'investisseur. Je lui ai dit que je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Il m'a dit, les enfants sont comme le marché boursier. Ils disparaissent, mais ils reviennent toujours. Devriez le savoir en tant qu'investisseur. Ne vous inquiétez pas, vos enfants reviendront et passeront 35 ans avec vous, et alors vous ne vous sentirez plus mal. Voilà où nous en sommes. Parlons aujourd'hui des investissements et du léger rebond des marchés. Qu'est-ce qui a provoqué ce rebond, Stu? Ou comment analysez-vous ce petit rebond que nous avons connu? Oui, le déclin que nous avons connu est presque toujours causé par un changement de sentiment ou par un changement de certaines données. Il s'accélère en raison du désendettement, des appels de marge, des positions sur les produits dérivés, de toutes sortes de choses. Et cela finit par créer une série de ventes qui peuvent ou non être fondamentales, et cela peut faire chuter les marchés un peu plus vite qu'on ne le pense. Normalement, nous essayons d'investir de l'argent dans ce type d'environnement. Ensuite, lorsque la situation se résorbe, on obtient souvent un sursis et un rebond. C'est un peu comme si l'on essayait de tenir un ballon sous l'eau, puis qu'on le lâchait et que le ballon remontait à la surface. Au cours de ce processus de reprise, les investisseurs doivent également reconnaître que l'étincelle initiale était différente. L'économie va-t-elle croître aussi rapidement qu'on le pensait? Les bénéfices seront-ils aussi robustes? Les valorisations étaient un peu plus élevées, même si nous connaissons une reprise, je ne suis pas sûr qu'elle sera toujours aussi rapide. On ne sait jamais. Mais le plus souvent, le marché se rétablit un peu, puis le débat se poursuit. Les droits de douane finiront-ils par ralentir l'économie américaine plus qu'on ne le pensait? L'exceptionnalisme américain est-il en train de disparaître? Cela a-t-il des conséquences pour les grandes marques de consommation américaines? Toutes sortes de questions sont désormais sur la table. Les équipes d'investissement sont occupées à étudier ces questions. Lors d'un rebond, on a tendance à regarder ce qui se passe à l'intérieur du marché un peu plus qu'on ne le ferait autrement. Alors, lors d'une baisse, de nombreux indicateurs de sentiment suggèrent que le marché est épuisé, la volatilité, le sentiment haussier,
les écarts entre les options de vente et les options d'achat, tout ça. L'un de ces indicateurs est la volatilité. Vous pouvez négocier la volatilité sur 1 mois, sur 3 mois, etc. L'un des signes est que lorsque la volatilité à court terme est supérieure à la volatilité à long terme, c'est souvent le symptôme d'un creux. C'est ce qui s'est produit une fois que l'on a dépassé certains de ces indicateurs de sentiment et que l'on se demande à partir du creux quels sont les titres qui rebondissent le plus, quels sont les titres qui rebondissent le moins, qu'aurions-nous pensé, comment cela change-t-il la situation, y a-t-il un message que le marché nous envoie à travers ce comportement? L'un des facteurs les plus importants que nous apprécions est la force relative. Il s'agit de l'évolution du cours de l'action d'un investisseur ou d'une entreprise par rapport à l'ensemble du marché. Ainsi, dès le départ, lorsque le marché est en baisse, un certain nombre d'actions défensives commencent souvent à avoir une force relative. Ça ne signifie pas que leurs perspectives sont meilleures, elles peuvent simplement constituer un endroit où les placer en attente, si vous voulez, pour les liquidités pendant cette période. Et puis, il y a eu des actions qui ne se sont pas vraiment corrigées, mais qui ont été très fortes dès le départ, comme le cuivre, par exemple. Je sais que les tarifs douaniers ont peut-être un impact sur certains marchés des produits de base, mais il n'en reste pas moins que le cuivre dépasse les 5 dollars la livre, alors que les gens s'inquiètent de l'économie. Autrefois, on l'appelait le docteur Cuivre, souvenez-vous. Il se passe donc beaucoup de choses et il y a toujours beaucoup de choses à raconter autour de tout ça. Oui, j'ai parlé du cuivre dans un précédent épisode. On a vu le cuivre passer de 3,60 à 3,70 au cours des derniers mois à plus de 5 dollars, ce qui est assez exceptionnel. Il a atteint ce niveau l'année dernière ou au cours des 18 derniers mois. Il est retombé, puis il est remonté. Comme vous l'avez dit, c'est généralement un bon signe car on le considère comme une valeur phare. Et s'il y a de la demande, cela signifie généralement que la croissance va être correcte. C'est pourquoi on l'appelle le docteur, en fait. Encore une chose, vous avez passé en revue la liste des facteurs de solidité relative. Vous avez mentionné les écarts entre les options de vente et les options d'achat. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionnent les écarts entre les options de vente et les options d'achat et en quoi c'est un indicateur d'un creux ou d'un sommet? Nos techniciens examinent les indicateurs pour détecter les tensions sur le marché, comme je l'ai mentionné pour le sentiment. Ensuite, il y a la volatilité. Le seul indicateur qui ne s'est pas déclenché cette fois-ci est l'écart entre les options de vente et les options d'achat, qui pourrait être un peu atténué par la quantité d'activités dérivées sur les FNB en ce moment. Une option de vente vous donne le droit de vendre le marché boursier et une option d'achat vous donne le droit de l'acheter. Lorsque le nombre d'options de vente grimpe en flèche par rapport au nombre d'options d'achat, c'est le signe que tout le monde cherche à se protéger. Tout le monde voulait atténuer l'impact de la baisse du marché boursier en achetant des options de vente. Vous pouvez donc examiner ce graphique sur une longue période. Lorsqu'il y a un pic dans le ratio vente-achat, il s'agit normalement d'un creux à court terme, car c'est comme si tout le monde se précipitait pour acheter une assurance au milieu des intempéries, pour ainsi dire. Lorsque vous achetez une option de vente, vous espérez que le marché va baisser. C'est pourquoi il offre cette protection et c'est la raison pour laquelle les gens achètent lorsque vous traversez une crise. Comme vous l'avez dit, en cas de pic, les gens se précipitent vers la sortie et s'attendent à ce que les marchés baissent. Et dès que tout le monde est d'un côté d'une transaction, comme on l'a souvent dit, c'est généralement à ce moment-là qu'il faut flairer le marché et commencer à envisager d'aller de l'autre côté de cette transaction. C'est un bon exemple de la façon dont cela fonctionne. Oui, et c'est ainsi que la volatilité s'additionne si l'on veut, car le prix d'une option dépend de l'horizon temporel et de l'ampleur de la volatilité qu'il y aura sur le marché. Ainsi, lorsque la volatilité augmente, le coût des options s'accroît et il peut être d'autant plus élevé si l'on achète plus d'options de vente que d'options d'achat. Oui, et nous avons parlé de la volatilité dans les épisodes précédents. D'ailleurs, il ne faut surtout pas rater ce que Stu a à dire lors des mardis de Stu.
Désolé si je n'ai pas mentionné qu'il s'agissait d'un mardi de stew aujourd'hui. Chaque jour est un mardi de stew, en fait, pour dire vrai, mais vous pouvez réécouter tous les mardis de stew, ainsi que tous les autres invités que nous avons reçus à l'émission. N'hésitez pas à vous abonner là où vous téléchargez votre balado. Je crois que nous sommes en vidéo aujourd'hui et quand nous sommes en vidéo, nous sommes sur YouTube. Alors abonnez-vous, donnez-nous une note 5 étoiles. Nos mères, Astou et à moi-même, sont un peu tannés d'être les seuls à le faire. Alors abonnez-vous, faites un commentaire sympathique parce que cela aide toujours à amener plus de gens vers les bons conseils de Stu. Alors, lorsque nous avons parlé de la volatilité, nous avons évoqué l'une des mesures que vous surveillez en tant qu'investisseur et qui s'appelle le VIX. Il suffit d'aller sur les différents sites web qui présentent les marchés et ils vous montreront la mesure du VIX. Pendant très longtemps, les actions ont été à la hausse avec un VIX autour de 12, 13, 14 ou 15. Et puis, au cours de cet épisode de volatilité, nous avons atteint les 20 élevés. J'ai jeté un coup d'œil avant que nous ne commencions et le VIX se situe à nouveau autour de 18. Nous avons donc assisté à ce pic et les choses se sont calmées. Et lorsque vous avez une reprise, le marché se redressera dans une certaine mesure. Certaines personnes pourraient commencer à émettre des options d'achat en pensant qu'il y a un ralentissement potentiel qui n'a pas été pris en compte et qui doit maintenant être discuté. Il se peut donc que le marché soit un peu plus limité pendant un certain temps. Souvent, dans les corrections, on revient aux anciens niveaux les plus bas. C'est l'un des vieux axiomes des traders autour du double fond. Je pense que le message le plus important est que tout se passe comme d'habitude au sein d'une société de gestion d'actifs, en somme. Stu, vous l'avez dit, vous avez grignoté un peu de terrain au cours de la semaine dernière, alors que vous vous approchiez de ce creux. Vous étiez dans une position un peu plus conservatrice. Vous aviez un peu de liquidité, vous êtes entré un peu dans le marché. Mais s'il s'agit d'un rebond qui pourrait revenir à ses niveaux les plus bas, s'agit-il d'une opération tactique? S'agit-il d'un mouvement d'entrée et de sortie? Ou s'agit-il simplement du point de départ d'une nouvelle position et du déploiement d'une quantité importante de liquidités? Vous achèteriez davantage sur le prochain creux ou si le cours franchit ce creux et descend encore plus bas? C'est un peu tout cela à la fois, désolé, mais il y a deux aspects. Vous essayez d'investir de l'argent durant cette panique, puis lorsque celle-ci s'estompe, vous voulez peut-être en retirer un peu. C'est normal. Mais en réalité, ce que vous voulez faire avec votre portefeuille, ce n'est pas tant de grands changements d'actifs de cette façon-là. C'est comme si vous vous disiez, je ne veux plus de certaines actions que j'ai détenues pendant la période de baisse. Elles ont baissé et j'aimerais prendre en compte ces préoccupations. Je ne veux pas le faire en ce moment, pendant cette phase-ci, mais je le ferai pendant la phase de rebond, peut-être. Et il y a aussi d'autres titres que vous avez peut-être achetés pendant la phase de rebond et dont vous ne vous débarrasserez pas parce que vous vous dites que vous les avez achetés à des prix intéressants et que vous aimez ces entreprises, mais que leur rebond a été assez impressionnant et que c'est à ce moment-là que j'en achèterai peut-être d'autres en fonction de l'évolution de la situation. Ainsi, le classement élevé de votre portefeuille, le repositionnement du portefeuille, ce qui a tendance à se produire dans ces environnements de marché, dans le déclin, il n'y a pas beaucoup de liquidités en somme. Puis, lorsque vous essayez de les fournir et ensuite, lors du rebond, il y a plus de liquidités, ce qui vous permet d'effectuer ces changements. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et d'écouter les épisodes précédents pour ce conseil particulier, parce que lorsque vous vous attendez à une certaine volatilité dans l'année, comme en ce moment, et nous avons beaucoup parlé de tous les éléments qui se conjuguent, de tous les raisonnements, pour ne rien dire des droits de douane,
Vous ne saviez pas nécessairement ce qui allait déclencher cette volatilité et l'incertitude supplémentaire qui conduit à la volatilité, mais nous avons eu les tarifs douaniers, nous avons eu des inquiétudes sur la croissance économique, sur l'ampleur de la réduction des taux, en particulier aux États-Unis. Tout d'un coup, on se retrouve dans un environnement où l'on s'attend à de la volatilité pour 2025. Alors, en tant qu'investisseur, c'est le moment de sortir votre fameuse cape de super-héros, n'est-ce pas, Stu? Le super-héros des placements échelonnés, c'est ça? Oui, le super-héros des placements échelonnés et ses super-pouvoirs pour vous aider dans des circonstances comme celle-ci. Si vous avez opté pour la méthode des placements échelonnés, vous avez acheté au moment où le marché atteignait son niveau le plus bas, même si cela vous a semblé déplaisant, mais vous sentez mieux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Quand le marché est volatile, on se sent toujours mieux si on fait quelque chose, n'importe quoi. Ainsi, si vous suivez la baisse lorsque le marché se redresse, même si vous regrettez de ne pas avoir fait plus, vous avez au moins fait quelque chose. Et vous gardez le cap, en quelque sorte. Même dans certaines périodes, de petits ajustements du portefeuille peuvent satisfaire une émotion, mais ils ne modifient pas vraiment le résultat sur une longue période. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. On fait de notre mieux pour ajouter des titres pendant les périodes de faiblesse. Vous regardez les anciens sommets, vous savez que vous obtenez un meilleur retour sur investissement. Nous en avons parlé la dernière fois. Cela se produit sur le plan individuel lorsqu'on ajoute plus de titres. Cela se produit au niveau du portefeuille avec les coupons et les dividendes qui permettent d'acheter plus d'actions à des prix plus bas. Cela fonctionne par le biais du rééquilibrage. Le gestionnaire de portefeuille dispose donc de plusieurs outils dans ces environnements. Oui, et c'est aussi ce qui permet de construire les investissements. Par ailleurs, l'année dernière a été une année remarquable en ce qui concerne l'absence de volatilité et la façon dont vous avez été récompensé pour avoir pris une quelconque forme de risque. Je pense que le mois et demi qui vient de s'écouler a été un bon rappel que le simple fait d'ajouter du risque à votre portefeuille ne vous aura pas nécessairement réellement récompensé. Il s'est passé quelque chose en ce moment qui, je l'espère, va nous faire avancer, car lorsque vous gagnez en ajoutant de plus en plus de risques, c'est typiquement un marché malsain. Le fait d'enlever un peu de pression sur le marché ou d'enlever un peu d'écume à la surface, cela nous conduit en fin de compte à un marché plus sain où l'on n'est pas concentré sur ces 7 mêmes titres emblématiques. Vous avez un marché plus large, plus sain et une meilleure base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour regarder ce qui se passe au niveau macroéconomique. Si l'on prend un peu de recul, des éléments comme le cuivre dont on parlait montrent que nous sommes probablement encore dans une période de croissance assez favorable avec des taux d'intérêt orientés à la baisse. Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. De plus, si l'on examine les actions une à une, même si le marché est corrigé, il y a encore beaucoup d'actions qui atteignent des sommets sur 52 semaines. Il y a beaucoup de marchés haussiers, il y a eu l'or, il y a eu toutes sortes de choses qui ont trouvé leur chemin et cela va probablement continuer. L'un de nos collègues disait toujours que les Martiens contrôlaient l'offre de l'or sur Mars. Peut-être ont-ils recommencé à en acheter, qui sait, et c'est ce qui le stimule en ce moment. Mais nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui, nous en resterons là, Stu. Merci encore pour votre temps. Ce fut un autre excellent mardi de Stu. Encore un bon ragoût de l'investissement, Stu. Et au fait, on se revoit à Londres la semaine prochaine. On repart à l'étranger, alors on se reparle de là-bas. Oui, j'ai hâte d'y être. Merci, Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.